aujourd'hui ensemble de médiation et de la façon dont la médiation peut nous être utile au quotidien. Donc, ce webinaire va traiter à la fois des mécanismes de médiation, mais aussi de toutes les façons de dénouer des conflits dans notre vie de tous les jours. Avec nous, deux expertes. Donc, nous avons Diane Archambault, membre accréditée de l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec, IMAQ, et médiatrice du service d'accès à la médiation pour les aînés de l'IMAQ. Elle collabore actuellement avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à titre de médiatrice du service de médiation. Bonjour Diane. Bonjour. Nous avons également la docteure Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue, conférencière et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Auteure de nombreux textes et créatrice de capsules vidéo, elle souhaite accompagner les gens dans les enjeux psychologiques du quotidien. Bonjour Geneviève. Bonjour. Donc ensemble, Geneviève et Diane échangeront tout au long de ce webinaire pour vous aider à démystifier la médiation, comme je le disais, et vous outiller pour régler, pour dénouer ou pour prévenir les différends dans notre vie de tous les jours. Après leurs interventions, il y aura une période de questions. Donc, petit rappel, si vous avez des questions qui vous passent par la tête durant leurs interventions, Q et R en bas de votre écran à droite, on y répondra en fin de webinaire. Le tout devrait durer environ 1 heure pour ceux qui se posent la question. Enfin, je voulais mentionner que ce webinaire est rendu possible grâce à la participation de l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec, l'IMAQ, que nous remercions. À vous la parole, Diane et Geneviève. Merci. Alors, dans un premier temps, on se pose la question, qu'est-ce que la médiation? Alors, la médiation, c'est un processus qui permet de résoudre des différends et de régler des situations potentiellement conflictuelles. On peut avoir recours à la médiation avant que le conflit soit en place bien attaché. La médiation se déroule en présence d'une ou d'un médiateur qui est neutre et impartial. Le médiateur va aider les parties à communiquer entre elles et baliser les échanges. En fait, il favorise la compréhension de ce qui est vécu par l'une et l'autre des parties. La médiation, c'est un processus qui se veut souple, rapide et efficace. Elle se déroule dans un cadre privé et confidentiel et s'adapte à la dynamique des parties. Elle permet plus facilement la prise de parole dans une situation conflictuelle. Elle est basée sur la communication et la coopération. La médiation favorise l'expression des inquiétudes et des besoins des personnes concernées, et ce, dans un environnement respectueux et sécuritaire, ce qui permet aussi la prise de parole plus facilement. La médiation va permettre aux parties impliquées de travailler à trouver une solution satisfaisante s'il y a lieu, voire même rétablir la relation entre eux. La solution peut prévoir des actions à poser afin de prévenir qu'une même problématique ne se reproduise pas après la situation qui est réglée. Alors, vous allez vous demander maintenant dans quelle situation de conflit pour lesquels on peut avoir affaire à un service de médiation. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Dans un premier temps, je vous dirais que la médiation, on peut y avoir recours pour régler une mésentente ou un conflit avec un membre de notre famille, une personne significative ou un proche aidant. Vous pouvez aussi opter pour des services de médiation pour régler un problème relationnel, c'est-à-dire plus particulièrement avec une personne de votre voisinage, que vous habitiez dans un immeuble locatif, dans votre maison, une copropriété ou encore dans une résidence pour personnes âgées. Le problème à régler peut aussi mettre en cause le propriétaire de votre logement, la direction de la résidence où vous habitez ou encore une entreprise qui offre des services. Dans quel contexte le conflit peut émerger? Il y en a plusieurs, les causes sont variées. Je vais vous donner quelques exemples. Alors ainsi, je vais vous dire que souvent les conflits ont lieu, en tant que personne âgée, ont lieu quant à vos choix de mode de vie et votre autonomie. Alors, à titre d'exemple, vous habitez votre lieu d'habitation. Alors, vous demeurez en couple depuis de nombreuses années et vous décidez, par exemple, de vous divorcer ou de vous séparer. Alors, l'annonce de cette décision fait beaucoup réagir votre entourage qui ne comprend pas votre choix. On évoque votre âge, votre situation financière, votre sécurité et vous
dans cette situation-là, vous ne vous sentez pas compris ou comprise et ni respecté dans votre choix. Alors, le recours à la médiation est une alternative facile et confidentielle qui peut effectivement vous aider grandement dans cette situation-là. Une autre situation, vous avez votre conjoint décède et vous désirez continuer à vivre dans votre maison. Vos proches, vos enfants vous encouragent fortement d'aller habiter chez quelqu'un d'une connaissance là, proche de vous ou encore d'aller demeurer dans une résidence pour personnes âgées. Ils insistent beaucoup, ils vous font de la pression, vous ne vous sentez pas entendu et cette situation vous préoccupe grandement. Alors, c'est aussi une possibilité pour avoir recours à la médiation qui est facile et qui est accessible. Vous décidez aussi, par exemple, vous avez à décider d'obtenir des soins médicaux ou de santé à domicile. Vos proches ne respectent pas non plus votre décision. Cette situation-là vous préoccupe, vous empêche d'être bien dans la vie de tous les jours. Vous subissez beaucoup de pression. Alors, vous pouvez dire, mais au lieu de perdurer dans cette situation-là inconfortable, je vais avoir recours à la médiation pour personnes âgées. Je vais vous nommer un éventail d'autres situations. Ça peut être en lien avec vos choix quant à vos fréquentations amoureuses ou amicales. Ça peut être en lien avec même vos habitudes alimentaires, votre conduite automobile, la disposition de vos biens, de votre patrimoine. On ne vous entend pas, on s'oppose à votre position et on vous fait des pressions. Les gens proches de vous, c'est des gens de qualité, c'est des gens qui sont importants pour vous, mais les situations deviennent de plus en plus difficiles et inconfortables. Alors, vous pouvez avoir, je répète, recours au service d'un médiateur ou d'une médiatrice. Vous avez aussi à déléguer des pouvoirs en perspective d'un mandat en cas d'inaptitude. On s'oppose à votre décision. On juge que la personne dont laquelle vous pensez n'est pas la meilleure personne là, pour avoir cette responsabilité-là. Il y a des tensions dans votre famille, les gens commencent à chicaner. Alors, au lieu de faire perdurer la situation et l'anxiété qui vient, vous pouvez avoir recours à la médiation pour personnes âgées. Dernier exemple, je vais vous dire, c'est au niveau du volet financier. Par exemple, vous avez à faire des choix. Vous décidez, à un moment donné, vous avez une fille, je vous donne cet exemple type, vous avez une seule fille, elle est significative, c'est la personne qui vient vous voir le plus souvent, votre relation est importante, vous lui partagez par exemple que vous voulez vous acheter un nouveau téléviseur. Elle vous se met à vous dire que selon elle, vous n'en auriez pas vraiment besoin. Un peu plus tard, dans peu de temps, vous décidez de vous acheter un ordinateur. Elle vous propose d'utiliser le sien. Elle, à son avis, vous n'en avez pas vraiment besoin. Ce n'est pas nécessaire. Vous avez un cumul de situations comme ça avec lesquelles vous êtes aux prises et de plus en plus, votre relation avec votre fille s'effrite. Vous avez de plus en plus de conflits, mais en même temps, c'est quelqu'un de significatif et vous considérez que c'est une bonne personne. Alors, pourquoi ne pas avoir recours à la médiation dans un cas comme ça? Dernier exemple, qui est quand même important, vous avez une entreprise familiale et vous décidez, vous êtes rendu à la décision de la céder ou de la vendre à vos enfants ou à votre entourage. Dans la décision, vous cédez votre entreprise, mais par ailleurs, vous gardez des rôles et des responsabilités dans sa gestion. Cependant, au quotidien, vous vous apercevez que cette entente-là est difficile à vivre. Il y a des conflits, il y a des malaises, mais pour vous, c'est important de garder certaines responsabilités. Alors, pourquoi ne pas faire affaire à la médiation pour justement dénouer cette impasse-là et faire en sorte que la suite des événements se passe mieux? Alors, ça, c'est des exemples. Mais ce que je peux vous dire qui est important, c'est qu'un des préalables pour aller en médiation, c'est de prendre une décision volontaire. Alors, c'est vraiment basé, la participation à la médiation est volontaire, le service
qui est offert pour les personnes âgées au niveau de la médiation est volontaire et les personnes concernées par le conflit ont le choix de consentir à y participer. Et ça va faire toute la différence dans le processus de médiation. Alors, c'est un choix qui est personnel et volontaire. Et je vais céder la parole à ma collègue Geneviève. Cet aspect-là volontaire est fondamental. Diane l'a vraiment mis au cœur du processus de la médiation. Il est fondamental. Pourquoi? Bien, la base, la première étape pour régler un conflit, c'est de vouloir le régler. Ça a l'air très simple dit comme ça, mais réellement, ce n'est pas nécessairement. Vouloir régler le conflit, ça implique d'être capable de prendre sa perspective, mais de prendre aussi la perspective de l'autre. Et quand on se sent contrôlé, quand on se sent contraint à changer, à régler un conflit, il y a de fortes chances que ça ne se passe pas bien. Alors, on doit vraiment comprendre que si on veut régler ce conflit-là, si on est deux dans la dynamique, pour vouloir régler le conflit, il faut que les deux veuillent qu'il y ait un changement, veuillent, comment dire, s'amener à la table là, et que chacun mette du sien. Alors cet aspect-là, volontaire est fondamental. Il faut vraiment voir que dans les relations, c'est des dynamiques. On est en dynamique avec une autre personne. Ça veut dire qu'on a chacun notre personnalité, mais c'est notre personnalité en lien avec une autre personne. C'est-à-dire que la façon dont ça va se passer, si par exemple je suis en interaction avec ma fille, ses réactions dépendent de comment moi j'agis dans la relation. Si ma fille elle est avec son collègue, une amie, elle ne réagira pas nécessairement de la même façon. Alors, cet aspect de dynamique-là est très, très, très important. Donc, que ce soit un désir volontaire de régler le conflit, de comprendre que chacun, on a notre influence dans la dynamique, donc dans le conflit qui est là. Alors, quand on s'amène justement en médiation, on est dans ces bases-là. C'est la même chose dans le processus de psychothérapie pour qu'il y ait changement. On a besoin de se dire qu'on en est rendu là, à vouloir s'observer. Et là, dans le cas où c'est dans des conflits, s'observer en relation avec un autre. Et dans les conflits, c'est pas évident parce que c'est des conflits de valeurs, c'est des conflits de besoins, c'est souvent des limites qui ne sont pas mises de part et d'autre, par exemple, où on peut sentir qu'on n'est pas respecté, où il y a un empiètement sur nos décisions. Alors ça, il faut comprendre que ça peut devenir très complexe et que c'est souvent pas juste un conflit précis par rapport à une situation. Diane mentionnait aussi des fois qu'il peut y avoir justement une accumulation. Il y a souvent beaucoup de non-dits au fil des années, des situations qui n'ont pas nécessairement été réglées, qu'on a mis dans notre bagage d'expérience, puis on arrive avec un conflit dans le présent, mais ce n'est pas seulement ce conflit-là, c'est que ça vient toucher à beaucoup d'autres choses et il faut en prendre conscience. Alors, il y a déjà cet aspect-là qui est important. Et donc, dans certains cas, dans des situations de conflit comme ça, ça peut être avantageux, justement, comme Diane le mentionnait, de pouvoir recourir à la médiation. Alors, j'enchaînerai avec les avantages d'avoir recours à la médiation. Donc, avoir recours à la médiation dans un premier temps, c'est d'obtenir une solution beaucoup plus rapidement que si on décidait de prendre la voie judiciaire. Alors, en conséquence, si le délai de règlement est pour vous très important dans la suite des choses, la médiation est un recours tout à fait approprié. Il faut aussi souligner que l'issue finale de la médiation sera probablement beaucoup plus adaptée à la fois à vos besoins et à vos intérêts, du fait qu'elles ont été elles-mêmes définies par vous et l'autre personne, définies les conditions de l'entente. Alors donc, le règlement d'un différend à l'amiable constitue un moyen particulièrement utile pour les parties qui souhaitent ou doivent maintenir une relation permanente dans le temps. Alors, a priori, le processus de médiation a pour effet
d'encourager des rapports harmonieux et la réconciliation entre les personnes. Naturellement, comme on le disait tantôt, c'est souvent en lien avec des personnes significatives, donc le maintien de la relation est important dans le temps. La médiation, je vous dirais, c'est une rencontre qui fait émerger des changements dans sa relation à l'autre et qui favorise aussi la compréhension, un peu comme Geneviève disait, la compréhension de soi, mais aussi de l'autre. Alors, on partage des informations, on partage un certain vécu et donc, ça peut amener un changement considérable dans la relation. En plus, la médiation, elle permet de trouver des solutions qui vont être respectueuses du vécu de chacun et chacune, et ainsi que de la relation qui est entre les parties. Je vous dirais qu'en participant à un processus de médiation, la personne aînée, je vous dis la personne aînée, mais quelle qu'elle soit, elle fait entendre par la médiation ses inquiétudes et s'exprimer sur des sujets sensibles dans un contexte respectueux et confidentiel. Je vous donnais tantôt des décisions à prendre pour des achats, des choix de vie. C'est souvent des sujets qui, pour soi-même, peuvent être sensibles. Alors donc, de parler dans un contexte confidentiel avec une tierce personne qui est neutre, ça peut être très rassurant et ça va baliser les échanges. Il faut aussi savoir que de participer à la médiation, moi, je crois que ça préserve notre autonomie décisionnelle. On fait des choix sur sa propre vie et c'est important. Et on fait un choix dans un contexte à ce moment-là qui est sans pression et sans chantage. Fait que c'est aussi sécurisant. La démarche de médiation, ce qu'elle va faire, elle va avoir comme impact avoir un impact sur notre estime, l'estime de soi. Par la médiation, par la démarche qu'on entreprend, on peut aussi acquérir une meilleure confiance personnelle. On peut sortir de l'isolement. Quand on est en tension, en conflit avec des gens de notre entourage, on a de moins en moins envie de sortir, de prendre des contacts, alors on s'isole. La médiation peut faire en sorte que s'il y a un règlement qui est satisfaisant, on va sortir de l'isolement. Elle va réduire aussi la vulnérabilité de soi face à l'autre. Elle va avoir un impact sur le moral aussi, sur notre sentiment de bien-être. Puis elle va, je vous dirais, prévenir même des situations de maltraitance. La maltraitance, souvent, c'est un cumul de situations, de non-dits qui peuvent, sans avoir une volonté à la base de mener à des conditions de vie plus difficiles, mais qui peuvent en faire en sorte que la personne âgée, la personne se retrouve dans une situation de moins en moins bien. Alors, je vous dirais que d'identifier des solutions satisfaisantes, durables et acceptables et adaptées à vos besoins va contribuer à préserver et à maintenir l'autonomie de la personne aînée, puis va aussi améliorer grandement sa qualité de vie. Alors donc, la médiation, c'est un processus volontaire qui peut réellement faire en sorte que notre qualité de vie est meilleure, puis peut faire en sorte de transformer aussi nos relations. Puis, par rapport à ce que Diane parle, de cette autonomie-là, le soutien à l'autonomie tout au long de la vie, c'est important. Et là, on en parle dans le cadre de la médiation, mais le soutien de l'autonomie, ça fait partie du soutien qu'on a besoin on a besoin de satisfaire notre besoin d'autonomie. L'autonomie, c'est un des besoins fondamentaux que l'être humain a. Il y en a plusieurs études à travers les années qui montrent justement, en fait, c'est des centaines d'études qui montrent que les besoins psychologiques fondamentaux qui contribuent à notre bien-être, il y a le besoin de compétences, le besoin relationnel, d'être connecté à nos proches, mais le besoin d'autonomie. Et ça, c'est à travers les âges, à travers les pays, à travers les cultures. Donc vraiment, ça, c'est un des 3 besoins là, qui ressortent systématiquement comme étant vraiment importants à satisfaire. Donc, quand justement on est confronté au cours de notre vie à des moments qui viennent frustrer notre besoin d'autonomie ou
où on est insatisfait par rapport à ce besoin-là, bien, ça laisse des traces, ça nous affecte, on se sent beaucoup moins bien. Et c'est dans ces cas-là aussi où il peut y avoir plus de symptômes psychologiques qui vont faire surface peu à peu. Donc, le soutien à l'autonomie, on aura l'occasion de revenir comment soutenir ce besoin-là dans la deuxième partie du webinaire, mais déjà de se dire qu'il est fondamental et qu'avec les années, bien, tout est en fonction des expériences qu'on a. Oui, il va y avoir des moments où ça va être plus difficile d'aller alimenter ce besoin d'autonomie-là. Mais je dirais aussi que c'est sûr qu'avec les années, qu'on parle d'autonomie physique, de se sentir graduellement, possiblement, un peu moins autonome dans certaines activités ou dans certaines tâches qu'on a à faire au quotidien. Diane parlait de l'autonomie décisionnelle aussi. Ce n'est pas seulement au niveau physique, il y a d'autres aspects où se sentir autonome, ce que ça veut dire, c'est de sentir qu'on peut faire par soi-même, qu'on peut faire nos propres choix, qu'on peut se déterminer, s'auto-déterminer donc par soi-même et donc ne pas se sentir contraint. Alors là, on voit à quel point c'est important justement quand on entre dans des enjeux où on se sent moins autonome, ça vient nous affecter. Alors, qu'est-ce que ça vient faire émerger? Bien, on se sent possiblement plus dépendant d'un autre. On peut sentir que tranquillement, je vais être à la charge d'une autre personne ou par rapport à certaines situations. Ça n'a pas besoin d'être à la charge totale, mais dans certains contextes, par exemple. Donc, de sentir peu à peu qu'on a un peu moins de contrôle et justement de sentir que ce contrôle-là au quotidien, je n'arrive pas à le retrouver. Alors, il y a des moyens de pouvoir soutenir ce sentiment d'autonomie-là, malgré le fait que dans certains cas, je l'aurai peut-être moins. Donc, gardons cette idée d'autonomie en tête. On fera un peu de millage là-dessus pour la suite. Puis, pour l'instant, je vais laisser Aline nous amener vers la deuxième partie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, effectivement, avant la deuxième partie, je voulais vous rappeler que si vous avez des questions, que ce soit sur des cas personnels, parce que les questions peuvent être totalement anonymes, sur des cas que vous vivez, des conflits que vous vivez, vous n'hésitez pas, c'est Q et R en bas de votre écran. Et justement, je parlais de questions, mais nous allons vous poser des questions à vous pour que vous puissiez participer. Donc, je vais faire apparaître un petit sondage à l'écran. Alors, ma première question, pourquoi demanderais-je de l'aide d'un médiateur? Donc, pour résoudre un conflit, pour éviter qu'une relation se détériore, pour faire un choix éclairé. Je crois que vous voyez aussi la deuxième question. Geneviève, Diane, si je vous vois, on voit, oui, c'est ça. Donc, je vais lire la deuxième question directement aussi. Quels seraient les obstacles à demander des services de médiation? C'est gênant. Je ne sais pas où m'adresser, l'aspect financier. Donc, vous avez déjà commencé à voter, je vois. Allez-y, je vous laisse le temps. J'arrêterai le vote quand je verrai que quasiment la majorité des gens ont voté. C'est parti, c'est parti. Voilà, je vous laisse encore un petit peu. Ça s'en vient. Donc, n'hésitez pas à voter pour les deux questions. Je crois qu'on est quasiment à... Ouais, c'est ça. On est... Oui, presque. Excusez-moi, je suis en train de regarder en même temps. Donc, j'ai bientôt arrêté. Donc, ceux qui n'ont pas encore voté, allez-y. C'est... Voilà, je vais mettre fin au vote. 1, 2, 3, j'arrête le vote. Alors... je vais vous partager les résultats, comme ça tout le monde, on peut tous le voir ensemble. Donc, d'abord, la première question, c'était pourquoi demanderais-je de l'aide à un médiateur? Donc, je partage les réponses. Donc, vous voyez qu'il y a les deux premières réponses, c'est assez partagé, même les trois. Donc, vraiment, il y a les trois, je trouve que c'est... mais c'est surtout pour résoudre un conflit. La deuxième question, quels seraient les obstacles? Qu'est-ce qui vous empêcherait de demander des services de médiation? C'est je ne sais pas où m'adresser. En premier, ça tombe bien, puisqu'ici on est avec l'IMAC, donc je pense que vous allez justement avoir cette réponse-là. Et vous parlez aussi d'aspect financier. Donc ça, c'est intéressant aussi, de combien ça coûte et à quel point ça peut... Je pense que c'est peut-être parce que beaucoup de monde associe ça au juridique, qui coûte toujours, on sait, qui peut être connoté comme cher. Donc écoutez, j'espère que Geneviève et Diane, j'imagine que vous allez aussi réagir dans vos interventions à ces deux questions-là.
Donc, je vais vous redonner la parole pour la deuxième partie. Et comme je vous le disais, nous allons répondre à vos questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à en poser. À vous, Geneviève et Diane. Alors, merci Aline. Je vais enchaîner en parlant là, plus de la médiation, des acteurs, de son déroulement et du rôle du médiateur. Alors, dans un premier temps, qui participe à la médiation? C'est la personne qui en fait la demande, la personne qui est aux prises avec le conflit, qui décide de trouver une solution. Alors, il y a la personne aussi qui est concernée par le conflit ou la mésentente. Alors, la personne aînée, il faut savoir, qui participe à la médiation, elle peut être accompagnée. Tout au long du processus de médiation, elle peut être accompagnée par une personne de confiance, un membre de sa famille, un ami, un tiers aidant. Ça peut être aussi un travailleur ou une travailleuse sociale, un psychologue ou une intervenante associée ou un intervenant associé à un organisme communautaire comme un centre d'action bénévole, un organisme de défense de droits. Alors donc, on peut être accompagné tout au long du processus et le rôle de la personne qui accompagne, c'est un rôle, elle est là, son rôle est d'être rassurante pour la personne qui demande d'être accompagnée. Elle doit quand même, par contre, laisser la place à l'autre personne, une place d'espace pour prendre la parole et prendre des décisions. Mais elle pourra avoir de conseils s'il y a lieu, alors tout au long du processus de médiation. Il faut savoir aussi que quand on participe à la médiation, il y a aussi des attentes, en fait. Pour que bien se passe la médiation, tout au long de la rencontre de médiation, il faut avoir, je vous dirais, une attitude respectueuse. Il faut vouloir coopérer en vue de régler la situation. Il faut avoir une attitude, il faut être proactif dans le déroulement de la médiation. Il faut aussi faire preuve d'une certaine flexibilité, surtout à la recherche, à l'étape où on recherche des solutions. Il faut aussi avoir un engagement, je vous dirais, de travailler de bonne foi, mais aussi de garder les échanges confidentiels. Tout ce qui se dit en médiation, moi je dis, ça reste dans le moment de la médiation. Sauf, naturellement, l'entente qui sera prise, là, mais les échanges, le contenu doit demeurer confidentiel. Vous vous demandez quelles sont les démarches pour accéder à la médiation. Alors, c'est sûr qu'il existe des répertoires de médiateurs et de médiatrices, notamment comme à l'IMAC, qui est l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec, qu'on appelle IMAC. Alors, pour ce faire, pour avoir accès à leur service, qui offre un service d'accompagnement de médiation pour les personnes âgées, vous avez à consulter leur site Internet, dont probablement dont l'adresse Internet va apparaître à l'écran, ce qui est www.imac.org. Alors, vous allez avoir là, sur le site un formulaire que vous aurez à remplir et dans lequel vous allez résumer sommairement la situation entourant le conflit ou le différend. Et à l'ouverture, à cette première étape-là, vous aurez des frais minimums à acquitter. Ensuite de ça, une personne de l'IMAC prendra contact avec vous après avoir regardé le motif de la demande de médiation. Elle pourra là, vous confirmer que votre demande fait bien l'objet d'une médiation. Elle pourra répondre à vos questionnements par rapport à la médiation et naturellement, elle va garder confidentiel tous vos renseignements personnels. Elle va par la suite contacter la personne qui est concernée par le conflit pour lui offrir de participer à la médiation. Cette même personne-là pourra recevoir de l'information pour alimenter sa réflexion, à savoir est-ce qu'elle va accepter ou pas de participer à la médiation. La personne permanente de l'IMAC va lui donner de l'information aussi sur les avantages de participer à la médiation. Alors, bien entendu, là, quand vous allez déposer votre demande, tout ça, vous allez être informé. L'IMAC va vous donner de l'information dans les étapes subséquentes de votre demande. Il faut savoir que l'avantage de s'adresser à un service d'accompagnement tel qu'offert actuellement par l'IMAC, ça va vous permettre de franchir deux embûches qui sont un peu difficiles. C'est-à-dire, le premier, c'est d'aborder l'autre personne avec qui on est en conflit pour lui demander « Est-ce que tu veux qu'on tente par la médiation de régler
notre conflit. Alors, c'est la personne de l'IMAC qui va faire cette démarche-là. Et ensuite, la deuxième embûche, c'est de dire à qui sera le médiateur et la médiatrice. Alors, ça va être aussi l'IMAC qui va faire cette démarche-là, qui va choisir pour vous un médiateur ou une médiatrice d'expérience qui va répondre aux exigences et aux enjeux de votre conflit. Alors, l'IMAC a recruté 15 médiateurs, médiatrices au sein de son organisation qui ont des expertises diverses. Alors, il y a des avocats, des notaires, des travailleurs sociaux, des psychologues, des intervenants. Alors, il y a différentes expériences et c'est des gens aussi qui ont de l'expérience auprès des personnes aînées. Alors, donc, vous aurez un accompagnement personnalisé. Il faut savoir aussi, pour répondre à une des questions là, qui était dans le petit quiz, alors les coûts de médiation, ils sont partagés de façon égale entre les parties. Alors donc ça, c'est important de le savoir, c'est partagé équitablement. Puis le partage, je vous dirais que ça a un impact aussi sur l'implication dans le processus de médiation. Puis c'est aussi quant à l'issue. Ça veut dire qu'on s'implique autrement, on investit financièrement, mais on s'investit aussi personnellement dans la recherche de solutions. Et lorsque la médiation est acceptée par les deux parties, à ce moment-là, c'est le médiateur ou la médiatrice là, qui va directement vous contacter. Alors, donc, ce médiateur-là, je vous rappelle, je l'ai dit au tout début, c'est une personne qui est neutre et impartiale. Ça veut dire que dans les faits, il ne va pas prendre position, puis il ne va pas déterminer dans les échanges qui a tort, qui a raison. Alors, il ne va pas donner son avis sur la situation. Il va vous accompagner. Son rôle, en fait, c'est d'aider les personnes impliquées dans un conflit, à les aider à communiquer entre elles de manière respectueuse, de résoudre leurs difficultés, puis de créer un rapprochement entre les parties afin qu'elles puissent arriver à trouver une solution, une issue favorable et satisfaisante pour les deux parties. Alors donc, pour ce le faire, le médiateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va organiser, puis il va animer. C'est en quelque sorte, je vous dirais, le chef d'orchestre de la médiation. Puis, il va adapter le processus de médiation à la dynamique des parties, puis il va prévoir, si nécessaire, des ajustements dans son fonctionnement. Il va créer un climat de confiance afin que tout le monde puisse, afin que les gens qui vont se retrouver ensemble puissent se sentir libres d'exprimer, en sécurité aussi pour le faire. Il va encourager puis faciliter des échanges de qualité. Alors, il va inciter aussi, naturellement, de s'exprimer à partir de sa réalité sur la situation conflictuelle selon son point de vue. Il va aider les gens à entendre ce qui se dit et à saisir le point de vue de l'autre dans une perspective aussi respectueuse, mais de non-jugement. Alors, il y a toute une approche qui va se faire au préalable, à la préparation lors de la séance de médiation pour parvenir à ça. Il va aider après ça les parties, les personnes, je dis les parties, c'est les personnes qui se retrouvent ensemble en fait, à identifier leurs besoins et leurs intérêts qui sont en lien avec le conflit, la situation problématique. Il va aider aussi à comprendre quels sont les intérêts ou les besoins qui sont communs et quelles sont leurs divergences, et ceci tout en conservant un dialogue constructif et une relation respectueuse pendant la médiation et pour que ça puisse perdurer aussi, qu'il y ait une suite après. Il va faire voir aux parties que lorsque leurs préoccupations semblent comprises par l'autre, souvent on échange et on n'entend pas, mais je vous ai dit tantôt qu'il y a un changement, de position en médiation. Alors donc, il s'avère que les préoccupations qu'on peut partager peuvent être bien comprises. Alors, il va souligner ça, puis il va aussi insister, il va plutôt faire voir les avenues dans une perspective, la situation dans une perspective future et non pas par le passé. Alors, il va travailler sur le futur. Il va encourager aussi, je vous dis il, mais c'est il ou elle, le médiateur ou la médiatrice va encourager la souplesse et la créativité dans la recherche de solutions. Puis, si au final, on arrive à une solution, et naturellement, elle va être écrite et de façon à ce que tout le monde puisse bien la suivre, mais je vais revenir en arrière, j'ai sauté une petite étape.
avant d'arriver à une solution, il peut arriver des embûches. Hein, il peut y arriver des impasses dans les échanges et c'est le rôle du médiateur ou de la médiatrice de voir à dénouer ça. Il peut suggérer de prendre des pauses, il peut tenir des réunions en caucus, en toute confidentialité avec l'une ou l'autre. Alors, c'est son rôle d'accompagner et de défaire les impasses de sorte qu'on puisse arriver à la fin à une solution de rechange qui soit réaliste et durable dans le sens. Il peut aussi même, je vous dirais, dans la perspective, là, je recule encore un petit peu en arrière avant de trouver la solution, il pourrait même, selon les besoins des parties, assister les parties dans l'évaluation de la décision afin que celle-ci soit réaliste vraiment et qu'elle réponde aux besoins de tout le monde. En fait, il va valoriser le maintien des liens tout au long du processus. Je pense que je vous l'ai fait voir un peu, là, et qui gravite autour de la personne aînée, et ça dans le respect de ses besoins de sécurité et de protection notamment. Alors donc, vous avez un peu compris, je vous ai dit là, le rôle du médiateur, je vous ai parlé le contexte. Je vais vous parler de façon un petit peu plus particulière du déroulement de la médiation. Alors donc, le médiateur, il vous a contacté, il va contacter les deux parties par téléphone ou par visioconférence. La médiation, en passant, va se passer par visioconférence aussi. Alors, il va expliquer les principes de médiation et son déroulement. Puis il va discuter avec les parties sur la motivation. Qu'est-ce qui motive de demander une médiation? Puis quelles sont les attentes? Alors là, après, il va y avoir une date de médiation qui va convenir à tout le monde. Il va y avoir une rencontre de médiation. Alors, lors de la rencontre, tout le monde va être assis ensemble virtuellement. Alors, le médiateur va rappeler le bon fonctionnement et on va discuter sur la situation problématique. Et naturellement, il va faire ressortir, comme je vous ai dit tantôt, les besoins que les parties ont et les intérêts personnels et communs. Il va y avoir la recherche de solutions et après ça, quand l'entente va être conclue, il va y avoir une rédaction de l'entente qui va mettre en œuvre, va mettre par écrit qu'est-ce que ce que les parties auront décidé de convenir ensemble. Donc, la modalité de l'entente. Alors, ça conclut là, le processus de médiation. Je vais donner la parole. Je rebondirai en fait sur les besoins parce que la façon dont Diane, tu en as parlé, c'est vraiment un élément essentiel. Puis effectivement, quand on veut collaborer, quand on veut communiquer avec l'autre, surtout en situation de conflit, oui, il y a cette idée de c'est important de regarder le besoin. C'est pas toujours facile, par exemple, hein, parce que des fois, c'est pas clair pour nous-mêmes, c'est quoi notre réel besoin. Le besoin de l'autre, on ne le sait pas nécessairement. Et souvent, le travail à faire, c'est justement d'essayer de se comprendre et de se comprendre l'un l'autre. Donc ça, c'est tout un travail qui est à faire, qui ne se fait pas du jour au lendemain nécessairement, mais vraiment dans une réflexion et aussi de comprendre que derrière un comportement ou derrière une décision, un choix, derrière une critique que l'autre va m'adresser, il y a tout un bagage d'émotions, un bagage d'angoisse, il y a tout notre parcours de vie derrière. Alors, dans un conflit, c'est sûr que tout ça s'active. Alors, quand on est en conflit avec l'autre, puis que, par exemple, on a un refus de sa part, on a vraiment des réactions qui peuvent être très négatives par moments, de grande fermeture, il ne faut jamais perdre de vue qu'il est aussi en train de se protéger lui-même. L'autre aussi a son vécu. Nous aussi, et de part et d'autre, qu'est-ce qu'on fait? On essaie simplement de se défendre, de préserver notre intégrité. Ce que ça veut dire, c'est on essaie juste de se tenir, hein? Parce que justement, ça bouillonne d'émotions. Alors, ne perdons pas ça de vue quand justement on essaie de communiquer avec l'autre. Il y a cet effort-là de se mettre à la place de l'autre. Et quand on est en recherche de solutions, hein, on essaie d'établir un compromis hein, quelque part, ben, ne perdons pas de vue que oui, ça se peut que dans un compromis, par exemple, je perde une partie de ce que j'aurais voulu. Par contre, l'autre aussi fait le compromis. Gardons toujours ça en tête. Hein? Gardons en tête que dans un compromis, les deux
doivent reconnaître une certaine perte ou un certain changement dans leur façon de voir, parce qu'il n'y a pas toujours des pertes associées. Mais l'autre aussi fait un bout de chemin, et ça, c'est important de le conserver à l'esprit. Je dirais aussi que dans la résolution de conflits, ce qui est important, oui, d'identifier nos besoins, chez soi, chez l'autre, de mettre en mots. On parlait tout à l'heure de non-dit, de mettre en mots, ça vient asseoir ce qu'on est en train de ressentir. Souvent, comme je disais, ça bouillonne. Quand on est capable de le nommer pour soi-même, puis ensuite de l'exprimer, ça place. Plutôt que d'être dans le bouillonnement qui peut faire peur, quand on nomme tout à coup une angoisse qu'on a, des craintes qu'on a, des appréhensions, ou juste qu'on demande à l'autre des précisions, juste ça permet de diminuer la charge d'émotion qu'on va ressentir. Alors, déjà, de mettre en mots. Et je dirais aussi d'être capable de voir quelles sont les limites que je veux me mettre également. Parce que très souvent, justement, il va y avoir eu beaucoup de non-dits. On ne va pas nécessairement s'être exprimé avant, mais là, il y a eu une accumulation. Elles sont où mes limites? Qu'est-ce que je suis prête à faire comme personne pour, oui, trouver une solution, mais où sont-elles ces limites-là? Quand elles sont plus claires, c'est beaucoup plus facile de communiquer parce qu'on est en train de se respecter également, parce qu'on les a identifiées, ces limites-là. Et je pense l'aspect que je rajouterais pour clore la partie d'information, je parlais tantôt de soutien à l'autonomie. Bien, justement, il y a différentes façons qui font en sorte qu'au quotidien, on peut soutenir l'autonomie l'un de l'autre. Et dans un processus comme le processus que Diane expliquait de médiation, à plusieurs moments, on peut se sentir peut-être contraint, on a moins envie, on se sent pas rassuré. Justement, plus on va rendre ça, plus on va soutenir l'autonomie des deux personnes dans le processus, plus ça va permettre d'aller de l'avant. Moins les angoisses vont être à l'avant-plan parce qu'on va sentir justement qu'on veut régler ce conflit-là et qu'on a des outils pour le faire. Donc, des façons de soutenir l'autonomie, d'abord, en s'exprimant sur le besoin qu'on a, par exemple, d'aller en médiation ou que ce soit en psychothérapie ou un besoin de régler le conflit à la base. En faisant ça, déjà, on est en train de communiquer comment nous, on se sent, qu'on a le désir de régler ensemble ce conflit-là. Donc, plutôt que d'imposer le fait de régler le conflit, on essaie toujours de laisser le choix, expliquer derrière aussi les démarches qu'on est en train de faire ou derrière ce qu'on ressent, expliquer à l'autre notre besoin, expliquer ce qui pourrait être l'option, par exemple, de la médiation ou d'autres formes de soutien. En donnant cette information-là, la personne peut prendre l'information, la traiter. Ça se peut que ça lui prenne un temps aussi à absorber, à réfléchir, mais je lui donne des outils pour pouvoir choisir aussi par elle-même. Pour faire ce choix-là, dire oui, je vais finalement avoir recours à un service, par exemple, pour qu'on règle notre conflit, ou même juste entre deux personnes, de sentir qu'on n'est pas sous pression pour régler le conflit. C'est une base qui est très importante. Je dirais aussi laisser à l'autre des initiatives là-dedans. Peut-être que nous, on a identifié certaines solutions potentielles, mais soyons attentifs aussi. Essayons d'être à l'écoute. L'autre a peut-être aussi des solutions ou des points de vue différents du nôtre. Alors, essayons de l'entendre aussi. Ce qui ne va pas nécessairement faire en sorte, peut-être qu'il n'y a aucune des deux solutions au final qui va être retenue, mais au moins on aura eu cet échange-là. Ça va peut-être nous amener aussi à des solutions qui sont plus créatives. Puis je dirais de façon générale, tout ce qui est le contrôle dans une relation, ça va vraiment alimenter le conflit. Donc, si on est à se critiquer, à se pointer du doigt, à relever ce que l'autre a fait de négatif, à surveiller ce que l'autre fait, donc tout ce qui est plus contrôlant, donc on nuit à l'autonomie, mais on nuit aussi à la communication, à l'espace qu'on peut avoir. On va souvent imaginer ça en disant « c'est un espace de jeu dans nos relations, il faut qu'il y ait cette fluidité-là ». Des fois, on la perd, donc essayons de travailler à retrouver cet espace-là de communication. Donc, écoute, je vais céder la parole à Aline. Je pense qu'on a touché à différents aspects. Puis, s'il y a justement des questions par rapport à ce que Diane et moi avons abordé, je vais laisser Aline gérer cette portion-là.
Merci à toutes les deux. Justement, on a des nombreuses questions qui vont nous permettre de rentrer dans le concret pour certaines. Donc, je vous rappelle QR en bas de votre écran si vous en avez d'autres. Je commencerai avec la question de Nicole. Avez-vous des conseils? Bon, je sais, Geneviève, vous venez d'aborder ça, mais de manière plus concrète, j'ai bien compris qu'il fallait écouter, mais Nicole nous demande comment on peut amener l'autre partie à vouloir aller en médiation avec nous, concrètement. En fait, je vous dirais que le service de l'IMAC, c'est un peu son rôle, hein. Quand vous aurez décidé d'aller en médiation pour régler un conflit, ben, ça sera l'IMAC aussi qui pourra rentrer en contact avec cette personne-là et lui faire valoir les avantages, discuter avec elle. Elle pourra réfléchir. Rien ne vous empêche de lui mentionner là, que vous avez fait une démarche, ça sera à convenir. Là. Vous pourrez même en discuter quand vous aurez déposé votre demande à l'IMAC. Mais en fait, vous pouvez en parler à la personne ou sinon, ça sera directement, peut-être que ce sera la personne de l'IMAC qui ouvrira la discussion. Et c'est ça que je vous disais, ça facilite parce que c'est vrai que ça peut être difficile d'aborder cette question-là, ça peut être intimidant. Alors donc, ça peut être pris par le volet de l'IMAC. Je vais justement rappeler, parce qu'on a eu des questions là-dessus, donc l'IMAC, ça s'écrit IMAQ et l'adresse, c'est imac.org. Parce qu'on l'a mise dans le petit onglet « Discuter » que vous avez en dessous de votre écran, mais je le mentionne pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On a Daniel qui nous demande, lors d'un processus de médiation, comment éviter les influences externes, famille, amis, qui peuvent affecter la découverte de solutions. Geneviève, vous avez une réponse? On ne vous entend pas, Geneviève. Oui, bien, évidemment, il fallait que ça arrive, le micro. Écoutez, il va y avoir des influences. Dans une famille, c'est sûr, je parlais tantôt de dynamique avec deux personnes, mais là, on parle d'un système. Ah oui, il y a des influences. Et je pense que ce que je dirais, c'est en lien avec ce que Diane mentionnait. Idéalement, là, si on est capable de nommer à l'avance que oui, c'est un service, par exemple, qui peut être pertinent, puis d'en parler avant, on se donne une chance d'être dans quelque chose de moins contrôlant. Mais effectivement, dans certaines situations, quand il y a on sent qu'il y a une fermeture, là, puis qu'on ne sent pas que ça serait facile d'amener l'autre personne à pouvoir s'amener dans un processus de discussion comme celui-là. Effectivement, ce que Diane pense, ce qu'elle explique, c'est de dire, il y a des gens qui vont pouvoir présenter ça d'une certaine façon, qui justement va essayer d'alimenter le fait que ça ne sera pas contrôlant. Il y a un risque que ça soit perçu comme contrôlant, mais tout est dans l'art aussi de l'exprimer. Mais oui, les influences familiales vont être là. Et je pense que ça revient à dire, plus on est capable de nommer sans être justement dans l'attaque, plutôt se référer à comment nous, on se sent dans les relations comme ça. Qu'est-ce que ça nous fait, nous, dans une situation quand, par exemple, notre proche agit de telle façon? Alors, souvent, on va être dans le reproche à l'autre et on va juste alimenter le conflit. Si on est capable, justement, plutôt de parler de notre position, de sentir, tantôt on parlait d'une plus grande dépendance, par exemple, ou sentir qu'on a moins de possibilités de pouvoir contrôler son quotidien. Il n'y a rien de mal à nommer aussi ça, de dire que, ben, écoute, avec tout ce qui se passe, avec les décisions, par exemple, qui sont prises dans la famille, on sent que ben, on perd notre capacité à pouvoir décider. On n'a plus l'impression on peut se sentir, par exemple, plus vulnérable. Donc, en nommant, on se donne une part aussi pour être capable de communiquer à l'autre comment il va se sentir. Est-ce que ça veut dire que l'autre va absolument entendre? Non, il ne faut pas se leurrer, là. Mais c'est une première étape qui permet d'ouvrir, parce que souvent, on ne donne pas nécessairement accès à ça. On est beaucoup plus en réaction. Donc, d'essayer de donner à l'autre un peu une image de ce qui se passe aussi derrière nos propres comportements et nos propres décisions. Merci Geneviève. On a deux questions qui se rejoignent de Ghislaine et Lorraine qui parlent de l'aspect juridique. Donc, est-ce que la rédaction d'une entente en médiation a un impact juridique? Et est-ce que la médiation finalement est liée à l'aide juridique? Est-ce qu'on va à la Cour supérieure avec les deux participants? Donc, voilà deux questions.
Alors, donc, par rapport à l'entente, quand elle est écrite, ce n'est pas un document juridique. Alors, c'est une entente qui est prise là, de façon volontaire, comme j'ai dit. Cependant, s'il s'avérait que l'entente ne soit pas, que les parties ne respectent pas l'entente, alors on peut faire homologuer l'entente et la faire valoir auprès d'un tribunal. Alors, c'est sûr que dans le fond, le rôle du médiateur, c'est de s'assurer que cette entente-là est prise de façon véridique. On peut voir tous les aspects de risque et ça, il faut en discuter là, pendant la médiation pour ne pas arriver là. Mais non, ce n'est pas un contrat juridique, mais on peut le faire homologuer et le faire valoir après si une ou l'autre des parties ne respecte pas l'entente. Alors, puis le deuxième volet de la question était, juste me répéter, Aline? C'était sûr. Est-ce que vous accompagnez, mais vous y avez répondu d'une certaine manière, parce que est-ce que vous accompagnez jusqu'au passage en cours? Non, les médiateurs n'accompagnent pas dans le passage en cours. Voilà, c'est ça. On a Nicole et Léonie qui nous demandent des précisions sur les coûts, par exemple, les coûts d'une séance avec un médiateur. En fait, l'offre de l'IMAC d'accompagnement, c'est un bloc de 5 heures avec un médiateur au coût de 287,44 avec taxes. Alors ça, c'est un bloc de 5 heures. Que, comme je vous rappelle, qui est partagé en 10. On a une question de Lucie. Lorsque le médiateur contacte l'autre partie lors de la demande de médiation, est-ce qu'il y a un certain temps proposé pour réfléchir à la demande, les informations, les avantages, et par la suite, est-ce qu'on rappelle, donc, est-ce qu'il y a un suivi après pour l'acceptation ou non de l'autre partie? En fait, ce bloc-là, Aline, va se faire avec l'IMAC. Parce que si l'autre partie a besoin d'un certain temps pour décider, il aura un certain temps. Le suivi va se faire avec l'IMAC et au moment où les deux parties sont d'accord pour participer à la médiation, alors là, il y a un contact là, qui se fait directement avec le médiateur. Puis j'ajouterais à cette information-là que quand le médiateur et la médiatrice prennent contact avec les parties, il va entendre aussi tous les enjeux qui sont entourant la médiation et il va pouvoir aussi renforcer les gens dans le processus déjà au départ. Alors, tu sais, c'est un processus continu qui démarre avec le premier échange là, avec le médiateur ou la médiatrice. On a deux questions aussi qui tournent, merci. On a deux questions qui tournent autour des enfants. Je pense que les conflits avec les enfants, forcément, c'est quelque chose qui touche beaucoup. Josette nous demande, peut-on avoir recours à un médiateur pour reprendre la relation avec un enfant qui a rompu les liens et qui a dit qu'il ne voulait pas être dérangé d'aucune façon? Et en fait, c'est sûr que c'est une situation sensible, hein? Alors, ça pourrait être une tentative, moi, je vous dirais. Alors, il faudrait la déposer, là. Et effectivement, c'est une opportunité, c'est une tierce personne qui ne fait pas partie de la famille, qui va s'adresser à l'enfant et qui va partager la volonté du parent de reprendre contact, qui va lui expliquer aussi dans quelles conditions va se passer la médiation et que c'est le rôle du médiateur de voir à l'établissement de ce contact-là même. Alors, quand je disais tantôt qu'il va moduler en fonction de la dynamique, il pourrait même y avoir une rencontre dans des salles virtuelles séparées. Il pourrait y avoir une communication qui se passe à travers avec le médiateur. Tu sais, ça peut être successif. Alors, il faut avoir l'imagination, hein? Mais oui, on peut faire ça. Il y a une autre question, comme je disais, qui concernait les enfants. Donc, on a un exemple très concret. La personne nous dit, c'est anonyme, j'ai 3 enfants, 2 des 3 enfants ne veulent plus venir si l'autre est là. Aussi, le 3e enfant me fait sentir coupable, que c'est ma faute parce que je ne fais rien. Donc là, je ne sais pas, est-ce que c'est la médiation, c'est autre chose? Comment on peut psychologiquement travailler? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que mère quand on est dans cette situation-là? 2 des 3 enfants qui veulent plus venir parce que le 3e est là, le 3e culpabilise la mère. Qu'est-ce qu'on fait? Je laisserai la parole à Geneviève. Bien, en fait, c'est des situations qui peuvent être complexes, qui viennent réactiver beaucoup d'émotions, justement, beaucoup de colère, de frustration. Je pense que ce qu'on doit garder en tête, c'est toujours cette idée de, derrière ça, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est garder le lien. Alors, tantôt, quand je parlais d'essayer de s'exprimer, de mettre en mots, de regarder ce qu'on vit, mais c'est aussi de témoigner que ce qu'on essaie de faire en tentant de trouver des solutions, par exemple,
ben, c'est de garder ce lien-là. C'est d'avoir l'idée que ben, cette union familiale-là, elle est importante pour nous. Parce que souvent, dans des dynamiques comme celle-là, on va avoir des angoisses, par exemple, ben, de se sentir rejeté. Quand il y a beaucoup de colère, beaucoup de conflits, très, très, très souvent, il va y avoir beaucoup de honte, beaucoup de sentiment d'être rejeté. Et ça, c'est des blessures qui font mal. On associe le rejet, c'est une douleur sociale au même titre qu'une douleur physique. Donc vraiment, au niveau du cerveau, là, c'est fascinant cet aspect-là, mais c'est vraiment les mêmes sphères là, qui s'activent. Donc, ce sont des sphères douloureuses dont on va se protéger. Alors, dans une situation comme celle-là, il faut reconnaître qu'il y a des blessures qui sont clairement là, que ça ne peut pas justement être de dire oui, on remet tout le monde ensemble, puis non, ça craque de partout. Alors, je dirais que c'est de commencer, psychologiquement parlant, Diane pourra aborder les aspects au niveau de la médiation, mais d'aborder, je dirais, le lien avec chaque enfant d'abord. Donc, essayer de voir ce qu'on peut faire avant même d'arriver avec la dynamique familiale. Donc oui, ça se peut que pendant un temps, j'accompagne plusieurs patients qui font le choix d'arrêter de parler à un parent. Ça se peut que ça soit à très long terme. Je vous dirais que souvent, ça peut durer quelques années, quelques mois. Il y a parfois ce besoin-là d'une certaine coupure, le temps de repenser, le temps de revoir les dynamiques familiales, le temps de se repositionner. Alors comme parent, c'est très, très, très difficile, c'est très souffrant. Mais il faut aussi voir que ben, notre enfant peut avoir ce besoin-là. C'est son besoin, on parlait de besoin tantôt, il peut avoir ce besoin-là. Et comme parents, ça nous donne aussi l'occasion de repenser à notre dynamique qu'on avait avec un enfant qui ne veut plus nous parler. Alors, encore une fois, je reviens avec cette idée de dynamique. S'il y a eu un bris de lien, essayons de repenser d'abord, peut-être dans un premier temps, chacun de notre côté, avant même d'être capable de trouver une solution. C'est comme si ça va rapidement à la solution quand on a des blessures. Alors, ces blessures-là, parfois, justement, on doit aussi recevoir un soutien psychologique pour aller je dirais, les élaborer. Mais comme justement, Geneviève, vous parliez, merci pour la réponse, vous parliez de dynamique et on parlait, donc la question portait par exemple sur 3 enfants. On a une question de Louise, très pratico-pratique, mais je ne pense pas, moi que je me sois trompée, qu'on y ait répondu jusqu'à présent. Est-il possible que plus de deux personnes, excusez-moi, participent à la médiation? Ben oui, sûrement, mais c'est pas très. La demande est très limitée, là. On ne sait pas à quoi elle pense la personne, mais oui, il pourrait y avoir. Le conflit pourrait être entre 3 personnes, hein. Alors oui, il peut y avoir plus que 2 personnes à la médiation. Et alors, j'avais une autre question très, très concrète, mais là, vraiment très, très concrète de Pierrette. Les démarches, quand on avait parlé de prix dans le bloc de 5 heures, hein, est-ce que les démarches du médiateur, comme on avait dit d'appeler l'autre personne et tout, sont comprises ou bien on parle vraiment des séances? En fait, normalement, ça englobe toutes les démarches du médiateur. Puis ça sera à discuter entre les personnes là, qui prennent le service. Mais généralement, je voudrais que ça fait partie des démarches. Alors, il y a une autre Louise qui pose la question quand il y a un conflit qui n'est pas avec nous directement. Donc, Louise parle d'un conflit entre 2 de ses enfants. Elles se sont prises entre les 2. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'on rejoint la situation que vous disiez, Geneviève, de d'abord voir avec chacun des enfants? Est-ce qu'on va directement en médiation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce conflit, c'est entre les 2, c'est pas nous. Je vais répondre juste pour la médiatrice, puis je vais laisser la parole à plus d'aspect psychologique, mais je vous dirais qu'on peut nommer à nos enfants qu'ils peuvent avoir recours à un service de médiation. Alors, eux, ils peuvent s'ils sont d'accord, parce que c'est volontaire. Alors, s'ils sont rendus là, mais s'ils sont trop dans l'opposition, un peu comme Geneviève expliquait, ils sont peut-être pas prêts, mais on peut offrir, par contre, on peut leur dire, est-ce que vous savez que ça existe? Ça peut être un moyen de passer au travers la situation. Et naturellement, quand on parlait de 5 rencontres, on va adapter peut-être la situation pour vraiment permettre, si les deux enfants en question, oui, disent oui, on veut se rencontrer en médiation. Alors, la médiation va s'adapter à cette situation-là à ce moment-là. Peut-être, Geneviève, si tu veux rajouter quelque chose, c'est à ta convenance. Là, mais... je trouve que c'est très bien expliqué, hein, cette idée que, ben oui, de donner l'information, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de leur donner des ressources qu'ils pourront choisir. On vient à cette idée de choix, de laisser l'autonomie de prendre cette décision-là, donc que ce soit volontaire. Je trouve ça vraiment très, très intéressant à ce niveau-là.
Et c'est un cas qu'on voit régulièrement. J'ai des personnes, par exemple, en psychothérapie, qui vont m'appeler pour des situations qu'elles vivent avec leurs enfants, par exemple, ou des proches, mais en souhaitant que la personne soit suivie. Mais très souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est plus la personne qui contacte, qui se sent franchement impuissante. Quand on voit que nos proches sont en conflit, puis que nous, on est témoin de ça, c'est très difficile et c'est souvent ce sentiment d'impuissance-là. Et quand, justement, par exemple, dans cet exemple, si les deux enfants ne sont pas rendus là, bien, comme personne, nous, comme parents ou comme proches, on peut aller justement chercher de l'aide pour se faire accompagner pour gérer ces émotions-là. Parce que c'est pas parce que on n'est pas dans le conflit que ça ne nous touche pas. Au contraire, ça peut venir nous chercher de façon profonde et de recevoir justement un accompagnement à travers ça. Même mine de rien, ça peut avoir une influence aussi. Quand, par exemple, le parent fait une démarche pour lui-même, pour sortir de ce sentiment d'impuissance-là, très souvent, ces comportements aussi vont changer envers les enfants, qui, eux, vont aussi se mettre tranquillement à agir différemment, possiblement. Donc, je dirais que dans des cas comme ceux-là, s'il y a vraiment une fin de non-recevoir pour les enfants, commençons par se concentrer sur nous, sur ce qu'on peut faire, parce que ça peut être difficile à tolérer. Merci Geneviève. En fait, merci à toutes les deux. Je vois qu'il est déjà 15h02. Donc, je dis, on avait encore beaucoup de questions. Donc, Rachel, Gaëtan, Jean et les autres, nous allons, ne vous inquiétez pas, et d'ailleurs tout le monde, si vous avez encore d'autres questions qui vous passent par la tête, vous pouvez les poser et nous allons répondre aux questions posées qui n'ont pas été répondues ici. Si vous avez vos questions, donc d'autres questions, excusez-moi, c'est à l'adresse webinaire au pluriel @lebellage.ca et on y répondra le plus vite possible. Donc ces questions ne seront pas laissées sans réponse, je précise bien, je souligne. Si vous avez envie de revoir ce webinaire parce que vous en avez manqué par exemple une partie, si vous avez envie de le partager avec d'autres, il sera disponible à partir de la semaine prochaine sur notre site lebellage.ca. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là. Merci à Geneviève Beaulieu-Pelletier et Diane Archambault. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre la médiation et de mieux comprendre comment ça pouvait nous aider tous dans notre quotidien. Bon après-midi à tous.